Salut chers élèves, je me nomme Tchakon Théacène, comme beaucoup le savent bien. J'avais d'abord pris l'option d'utiliser mon téléviseur comme un projecteur, mais j'ai jugé pratique d'utiliser une autre application qui va directement capturer le PowerPoint que j'ai fait à l'avance pour ce dernier cours de terminale. Il s'adresse aux gens de la terminale CD sur la radioactivité. Donc, nous allons tout de suite commencer. Euh, Comme je vous l'ai dit, nous allons évoluer avec ce PowerPoint que j'ai fait à l'avance. Il s'agit du cours sur la radioactivité, chapitre 10. Nous sommes toujours dans le thème des phénomènes corpusculaires et les phénomènes ondulatoires. Quels sont les objectifs de notre cours? Premièrement, ce sera de mettre en évidence et interpréter l'émission spontanée des particules par des noyaux radioactifs. Et deuxièmement, connaître les applications de la radioactivité ainsi que les inconvénients ou bien les dangers qu'ils peuvent poser notamment sur l'environnement. Ici, là, c'est un extrait de votre programme officiel parce que maintenant, avec tout ce qui est donné sur Internet, vous pouvez avoir des informations qui ne sont pas nécessaires. Donc, vous allez retenir les documents, livres, travaux dirigés qui vont uniquement traiter de la mise en évidence expérimentale d'un phénomène radioactif qui vont vous permettre d'écrire les équations bilan de toute équation radioactive, d'évaluer les énergies dégagées par ces réactions-là, d'évaluer la longueur d'onde du rayonnement gamma parce que c'est la radioactivité toujours ou bien plus ou moins accompagnée d'un rayonnement très pénétrant qu'on appelle rayonnement gamma. Exploiter cette relation qui donne le nombre de noyaux à un instant, le nombre de noyaux qui se sont désintégrés à un instant t en fonction du nombre de noyaux à l'instant initial, exprimer la période radioactive, etc. etc. Ok. Nous allons commencer par quelques rappels qui sont assez importants sur le noyau atomique parce que lorsqu'on parle de radioactivité, il s'agit des émissions de rayonnement, mais c'est au niveau atomique. Il faut donc bien qu'on puisse se rappeler c'est quoi le noyau atomique et quelle est sa description. Il faut aussi connaître les unités, l'unité de masse atomique qui est une unité qui sera très utilisée, définir et calculer le défaut de masse d'un noyau ainsi que l'énergie de cohésion du noyau et pourquoi pas l'énergie de cohésion par nucléon. C'est quoi le noyau atomique? Le noyau atomique, c'est, comme vous le voyez, la plus petite entité. La plus petite entité de la matière, c'est l'atome, mais l'atome aussi est constitué à son tour d'un noyau. C'est ça le noyau là, qui sera vraiment très positif, et des électrons négatifs qui vont graviter autour du noyau sur des trajectoires non pas circulaires, mais des trajectoires elliptiques. Donc ce noyau va contenir des protons chargés positivement et des neutrons qui ont une charge neutre. Et ces électrons, comme je l'ai dit, qui gravitent autour du noyau sont chargés négativement. Donc le noyau atomique va être représenté par ce symbole XAZ où A c'est le nombre de masse et Z c'est le nombre de protons qui est encore appelé nombre de charge ou bien numéro atomique. Vous l'avez dans le tableau de classification, périodique. Donc pour avoir le nombre de neutrons, il suffit de prendre le nombre de nucléons moins le nombre de protons. C'est quoi un nucléide? C'est un type d'atome ou bien un noyau atomique qui sera justement caractérisé, n'est-ce pas, par ce nombre de masses, ce nombre de protons, ou bien on peut encore dire par un nombre de neutrons ou un nombre de protons. Donc l'ensemble des noyaux qui vont être caractérisés par ce nombre de charges, ce nombre de masses, c'est ça qu'on va appeler nucléides. C'est quoi les isotopes? Les isotopes, c'est les ensembles de nucléides qui auront le même nombre de charges, mais des nombres de nucléons ou bien des nombres de masses différents.
C'est quoi l'unité de masse atomique? C'est le 12e de la masse d'un atome de carbone 12. C'est ça qu'on va l'appeler 1 UA, qui va nous donner 10⁻³ divisé par N. Grand N, c'est le nombre d'Avogadro que vous connaissez très bien. Ça, c'est donc la relation entre unité de masse atomique et kilogramme. Donc, ainsi, on va avoir, en faisant une règle de 3 simple, une conversion simple, la masse du proton serait égale à 1,007276 unités de masse atomique, ainsi de suite pour la masse du neutron et la masse de l'électron. Vous allez bien vous rendre compte que la masse du proton et la masse du neutron, même comme exprimée en kilogrammes ou exprimée en unité de masse atomique, sont vraiment très proches. C'est au niveau du troisième chiffre que la masse du neutron sera légèrement supérieure à la masse du proton. Bien sûr, la masse de l'électron est bien plus petite que les masses de protons et de neutrons. C'est quoi le défaut de masse? Nous connaissons bien la relation masse-énergie du fameux génie Einstein. E est égal à mc carré. C'est une relation qui montre qu'une particule, n'est-ce pas, du fait de sa masse, a une énergie intrinsèque qui est égale au produit entre sa masse et le carré de la vitesse de la lumière. Cette relation masse-énergie est très utile parce que elle va nous permettre d'exprimer les masses en électron-volts. Parce que vous voyez donc ici, là, on va avoir la masse qui sera égale à E divisé par C au carré. Donc, une masse sera donc exprimée en électron-volts par C carré ou méga électron-volts par C carré. Donc voici un petit exercice que je vous donne d'exprimer en méga électron-volts par C carré les masses suivantes. L'unité de masse atomique, la masse de chaque nucléon ainsi que celle de l'électron. Donc je vous ai donné la solution là, mais je vous conseille de la cacher avant de faire cet exercice. C'est quoi le défaut de masse? Avant de définir le défaut de masse, il faut d'abord savoir que la masse du noyau d'un atome est toujours inférieure à la somme des masses de ses nucléons. Donc, c'est un peu comme une enveloppe qui contient quelque chose qui pèse plus que l'enveloppe. C'est un peu comme ça que le noyau est. Et cette différence de masse là, c'est ça qu'on va appeler le défaut de masse. Il sera donc égal à quoi? À la masse de tous les nucléons, c'est-à-dire la masse des protons. Vous vous souvenez qu'on a Z de protons multiplié par la masse d'un proton, plus grand N neutrons multiplié par la masse d'un neutron. On peut remplacer ce grand N ici là par A moins Z, moins la masse du noyau. À ce défaut de masse va correspondre une énergie, n'est-ce pas? Cette énergie-là sera égale tout simplement au défaut de masse multiplié par C carré. Cette énergie-là, on l'appelle énergie de liaison. C'est cette énergie qui, n'est-ce pas, qu'il faut fournir à un noyau pour le séparer de ses différents nucléons. Autrement dit, les nucléons sont liés au noyau grâce à cette énergie. L'énergie de cohésion par nucléon serait égale à l'énergie de liaison divisé par le nombre de nucléons, c'est-à-dire delta E divisé par A. On peut remplacer delta E par sa valeur delta M fois C carré divisé par A. Il faut aussi dire que l'énergie de liaison par nucléon va mesurer la stabilité d'un noyau. Et plus il est stable, moins il va se désintégrer. Donc, les noyaux qui sont instables auront tendance à se désintégrer pour rester à l'état des noyaux stables. Voici un petit exercice d'application que je vous donne. Calculer le défaut de masse du noyau d'hélium, son énergie de liaison et son énergie de liaison par nucléon. Vous allez utiliser la définition et les formules qui ont été données pour pouvoir travailler. Ici, justement, vous avez le diagramme de stabilité des radionucléides. Ici, là, vous avez l'énergie de liaison par nucléon. Je vous ai dit que c'est l'énergie de liaison par nucléon et non l'énergie de liaison seulement qui définit la stabilité du noyau. Pour bien comprendre cela,
il faudrait se dire que si une famille, par exemple, a un salaire ou bien un budget de 100 000 francs tous les mois, pour voir si cette famille sera stable, il ne faut pas seulement voir cet argent, mais il faut voir aussi le nombre de personnes qu'a cette famille. Donc, comment mesurer la stabilité de cette famille en divisant 100 000 francs par le nombre de membres de la famille. Donc, vous allez voir que si cette famille a beaucoup de personnes, 100 000 francs sera insignificatif. Par contre, si cette famille est constituée d'une ou de deux personnes, ces 100 000 francs peuvent être assez significatifs. C'est un peu le même principe qui est adopté ici, là, où on a l'énergie de liaison par nucléon, n'est-ce pas, en fonction du nombre de nucléons ou bien du nombre de masses. Maintenant, on va continuer avec les réactions nucléaires et les lois de conservation qui seront appliquées. On va définir d'abord ce que c'est qu'une réaction nucléaire et ce que c'est que la radioactivité. On va énoncer les principes et les lois de conservation. On va donner les différents types de radioactivité et les équations correspondantes. On va calculer l'énergie d'une désintégration, c'est-à-dire l'énergie qui est dégagée par une réaction nucléaire. On va aussi essayer d'explorer quelques familles radioactives et puis voir la notion de réaction nucléaire spontanée ou bien provoquée. Donc, les réactions nucléaires sont des transformations naturelles ou provoquées concernant le noyau atomique. Dans les réactions naturelles, ça qu'on va beaucoup plus appeler radioactivité, mais les réactions provoquées seront appelées réactions nucléaires. On va aussi les lister, on va voir les différents types à la fin. Elles sont provoquées par l'homme pour fournir assez d'énergie, soit dans le cadre militaire pour détruire l'ennemi, soit dans le cadre de la nation pour pouvoir avoir assez d'énergie électrique pour desservir les foyers. Elles sont gouvernées par, n'est-ce pas, des lois de conservation suivantes: la conservation du nombre de masses, n'est-ce pas, la conservation du nombre de charges, la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement. Donc, au cours d'une réaction nucléaire, la masse n'est pas conservée. C'est la raison pour laquelle il y a l'apparition d'une énergie cinétique, des noyaux fixes et d'un rayonnement. Donc, et cette énergie cinétique va donc propulser les noyaux fixes. Et il y aura aussi l'émission d'un rayonnement. Vous vous souvenez, au début, on a parlé d'un rayonnement gamma. C'est de ce rayonnement dont il s'agit. Quels sont les différents types de radioactivité? Comme je l'ai dit au départ, la radioactivité, c'est une réaction nucléaire spontanée, c'est-à-dire naturelle, n'est-ce pas? C'est la désintégration naturelle ou bien spontanée d'un noyau pair à un noyau fixe accompagné de l'émission d'un rayonnement. Il existe 4 types de radioactivité qu'on va voir. Le premier type, c'est la radioactivité alpha. Ici, là, l'émission d'un noyau d'hélium, n'est-ce pas? Le noyau pair va émettre un noyau fixe avec l'émission d'un noyau d'hélium et puis d'un rayonnement gamma. Ce noyau pair est bien sûr un noyau instable, un noyau lourd instable. L'énergie de désintégration, c'est l'énergie que la réaction va libérer sous deux formes. Sous la forme cinétique, n'est-ce pas? Et puis sous la forme d'un rayonnement. Donc on aura donc l'énergie qui sera égale à EC plus H nu, vous vous souvenez? L'énergie, n'est-ce pas, d'un photon. H nu ou nu est la fréquence. Pour toute réaction spontanée, la masse MAP, comme pour dire que après, des noyaux après est inférieure à la masse des noyaux avant. Ainsi, on va définir un autre défaut de masse à ne pas confondre au défaut de masse pour un noyau. Le défaut de masse qui sera maintenant rattaché à la réaction. Ça veut dire qu'ici, on va prendre la masse avant moins la masse
des particules qu'on a obtenues après. Et l'énergie dégagée par cette réaction serait égale à ce défaut de masse lié à la réaction fois C au carré. Voilà un exemple, n'est-ce pas, où l'uranium 238-92 se décompose selon la radioactivité alpha en un noyau fils Y 234-90, un noyau d'hélium et un rayonnement gamma. Il faut toujours vérifier que le nombre de masses est conservé, c'est-à-dire que 238 égale à 234 plus 4 et que 92 égale à 90 plus 2. La radioactivité bêta-, c'est l'émission d'un électron par un noyau instable. L'électron qui est émis provient de la transformation d'un neutron en un proton. Donc ça c'est l'équation de la transformation d'un neutron en un proton. Et ici là, nu bar c'est l'antineutrino électronique de masse et de charge nulle. Nous ne verrons pas beaucoup ça en détail ici, mais nous allons beaucoup plus nous intéresser à cette écriture-ci. Et on va prendre facultatif, n'est-ce pas, l'antineutrino. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a la conservation du nombre de masse et du nombre de charge. De la même façon, on obtient aussi l'énergie dégagée par la réaction avec le défaut de masse lié à la réaction fois C au carré. Voilà par exemple un exemple de réaction de radioactivité bêta-. La radioactivité bêta+, c'est plutôt l'émission d'un positon, c'est-à-dire ou bien d'un proton. On parle aussi de positron. Par un noyau instable. Le positron va provenir de la transformation d'un proton en neutron suivant l'équation suivante. Cette fois-ci, nu0,0 c'est un neutrino électronique de masse et de charge nulle. De la même façon, on peut aussi calculer l'énergie de réaction par le défaut de masse lié à la réaction. Voilà un exemple de radioactivité bêta+, où on va respecter la conservation du nombre de masse et du nombre de charges. L'émission du rayonnement gamma, c'est ça qui sera appelé la radioactivité gamma. En général, c'est une émission qui accompagne les autres radioactivités alpha ou bêta. À chaque fois qu'un noyau fils se trouve dans un état excité c'est un état instable où le noyau a toujours tendance à émettre un rayonnement pour revenir à l'état stable. Maintenant, on parle des réactions provoquées. On rappelle que la radioactivité, c'est une réaction spontanée. Mais maintenant, l'homme, pour des raisons ou des autres, ont cherché à provoquer certaines réactions. C'est ça qu'on va appeler les réactions provoquées. Il s'agit des réactions de transmutation, c'est-à-dire fission et fusion nucléaire. Donc les transmutations permettent d'obtenir des noyaux nouveaux par collision de deux autres noyaux, comme on peut le voir ici. Ou ce noyau d'hélium et d'aluminium, n'est-ce pas? Par collision des deux noyaux-ci, on va donc obtenir ce noyau phosphore et un neutron. C'est quoi la fission nucléaire? C'est une réaction qui est provoquée au cours de laquelle le noyau lourd va éclater sous l'impact d'un neutron et donner naissance à deux noyaux plus légers. Donc on va venir bombarder l'uranium 235 ici avec un neutron et on va obtenir tous ces noyaux fixes et deux autres neutrons. C'est ça la fission nucléaire. C'est ça la fission nucléaire. Donc ces réactions libèrent de grandes quantités d'énergie. Et elles conduisent à des réactions qu'on appelle réactions de chaîne. Ça veut dire des réactions qui s'enchaînent naturellement d'elles-mêmes. Et sans précaution, on va aboutir à une explosion. C'est le principe de la bombe atomique. Cette bombe, naturellement, est extrêmement dangereuse, mais on peut aussi utiliser cette énergie-là, on peut canaliser cette énergie pour produire de l'électricité et pour être utile pour des ménages ou bien pour des industries. Donc, c'est le contrôle de telles réactions qui sont vraiment utilisées dans
les grands réacteurs nucléaires. Nous allons continuer aussi avec la fusion nucléaire. Donc la fusion nucléaire, c'est tout simplement l'association de deux noyaux lourds, comme on peut le voir ici. Donc cette réaction aussi va produire un autre noyau et un autre neutron. Ces réactions aussi libèrent de grandes quantités d'énergie et sont à l'origine du rayonnement du Soleil et des étoiles. Ok, maintenant on va voir les familles radioactives. Les familles radioactives, comme bien bon nombre de familles naturelles, sont constituées du père et des descendants, c'est-à-dire des fils, des petits-fils, etc. On a donc au départ un noyau lourd qui va, n'est-ce pas, émettre des noyaux fils qui à leur tour vont émettre d'autres noyaux, ainsi de suite. Et cet ensemble va constituer une famille radioactive. Donc il existe 4 familles radioactives et parmi ces 4, il y a 3 qui sont naturelles. On a la famille uranium-radon, celle du thorium, celle de l'actinium, qui aboutissent à un isotope stable du plomb, et celle du neptunium, qui est une famille artificielle qui va aboutir au bismuth. Donc ici, on a ces différentes familles, n'est-ce pas? Ces différentes familles on aura plusieurs désintégrations progressives, n'est-ce pas? Pour finalement aboutir au dernier descendant. C'est quoi la décroissance radioactive? On va le voir dans cette portion-ci. On va aussi définir la demi-vie. On va aussi déterminer et représenter l'équation de décroissance radioactive d'un nucléide. Il faut noter que la désintégration radioactive a un caractère aléatoire, c'est-à-dire probabiliste, si on peut le dire ainsi. C'est un peu difficile de prévoir à un instant donné qu'un noyau donné va se désintégrer. L'activité d'une source radioactive, par définition, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Ou bien on peut aussi dire que c'est la dérivée du nombre de noyaux, n'est-ce pas, relativement au temps. Elle s'exprime en Becquerel, n'est-ce pas, ou en Curie. Ici, on a la relation entre le Curie et le Becquerel. Grand N, ici, c'est le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant T. Il faut bien faire la différence entre le nombre de noyaux radioactifs présents ou bien le nombre de noyaux qui se sont désintégrés. Mais dans cette formule, c'est le nombre de noyaux présents, n'est-ce pas, dans l'échantillon radioactif à l'instant T. Donc, l'activité sera obtenue en dérivant par rapport au temps le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant T dans l'échantillon. Donc, on peut aussi montrer, n'est-ce pas, mathématiquement, que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant T dans l'échantillon. Et ce facteur de proportionnalité sera appelé lambda, la constante radioactive. Cette constante radioactive, bien sûr, A, n'est-ce pas, c'est l'inverse du temps. C'est égal à log de 2 divisé par T, qui est la période radioactive. Donc, on peut aussi avoir, n'est-ce pas, en fonction du temps, le nombre de noyaux qui est présent à un instant quelconque par ces équations-ci là. Grand N égale N0 exponentielle moins lambda T. Il faut noter que N, c'est le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant T. N0, c'est le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant initial. 0, c'est comme pour dire l'instant initial. Et puis lambda, c'est la constante radioactive. Et T, c'est le temps. Donc exponentielle, c'est une fonction que vous connaissez déjà. On a cette même relation pour l'activité et pour la masse aussi de l'échantillon.
Cela nous pousse à avoir ces autres relations. A0 égale à lambda N0 et M0 égale à grand M, masse molaire, fois N0 sur nombre d'Avogadro. C'est quoi la période radioactive ou demi-vie? C'est le temps nécessaire, n'est-ce pas, pour que l'activité de ce radionucléide diminue de moitié. Pour que l'activité ou bien pour que le nombre de noyaux de ce radionucléide diminue de moitié. Ainsi, à petit t égale à grand T, où T c'est la période radioactive, le nombre de noyaux restants serait égal au nombre de noyaux qui étaient là à l'instant initial divisé par 2, c'est-à-dire la moitié. Donc, en faisant l'usage de cette équation, vous pouvez vous-même remplacer n par n0 sur 2 et remplacer petit t par grand T. Vous allez aisément obtenir grand T qui est la période radioactive égale à log de 2 sur lambda. Lambda, on le rappelle, c'est la constante radioactive. Donc, ça c'est un petit exercice d'application. Je vous demande de montrer que grand N peut se mettre sous cette forme ici. C'est-à-dire grand N égale à N0 divisé par 2 à la puissance N lorsque le temps petit t est égal à petit n fois grand T. On a ainsi ce graphe très utile qui nous montre qu'à l'instant initial, le nombre de noyaux est égal à N0, mais avec le temps, à la période de t, on a N0 sur 2, à la période t sur 2, on a N0 sur 2 à la puissance 2, c'est-à-dire sur 4, ainsi de suite. Ça respecte effectivement, n'est-ce pas, cette formule ici. On voit la décroissance exponentielle. Quelles sont les applications et les inconvénients de la radioactivité? Commençons par les applications. On les utilise comme des traceurs radioactifs. C'est-à-dire, si on remplace partiellement un isotope stable d'un élément par un isotope radioactif, on ne change pas les propriétés chimiques et on peut ainsi suivre, n'est-ce pas, la trace grâce au rayonnement émis. Ce principe est utilisé en chimie, en médecine, en biologie. Ces rayonnements sont aussi utilisés dans le traitement des cancers pour détruire les tissus malades. Ils peuvent aussi être utilisés pour cloner certaines espèces, peut-être végétales, pour avoir des espèces peut-être qui peuvent produire un peu plus, ou bien qui peuvent avoir d'autres propriétés. Nous avons aussi la datation au carbone 14, c'est-à-dire que grâce à la radioactivité, on parvient à retrouver la date d'une relique. Les reliques sont des vieux outils ou bien des restes humains dont les archéologues l'utilisent aussi. Et le temps, n'est-ce pas, la date sera donnée par cette relation-ci. Il faut remarquer que le carbone 14 est radioactif bêta- et que sa période est de 5400 ans. Ici, c'est un exercice d'application que vous pouvez faire à la maison. Toutes les formules ou bien toutes les explications nécessaires pour résoudre cet exercice se trouvent dans le cours. Quels sont les dangers? Les particules alpha, bêta et même aussi les rayonnements gamma sont des rayonnements très pénétrants. Donc, ils pénètrent les tissus vivants et ils vont donc modifier la structure des cellules et ainsi ils peuvent causer de très grosses anomalies qui peuvent même arriver au cancer. Donc, cela va beaucoup plus dépendre aussi de la nature et de la dose. Il y a des appareils qui mesurent la quantité de radioactivité et qui peuvent dire le seuil à partir duquel ça devient très dangereux. Donc ici, on voit aussi quelques autres applications de la radioactivité, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. C'est aussi des rayonnements qu'on envoie pour pouvoir détecter toutes sortes d'anomalies chez un être humain. Bon, ça c'est une bombe atomique, c'est une des applications
qui n'est pas très, très bonne. Ça, c'est la production d'électricité, n'est-ce pas? Et vous voyez, ce sont les réacteurs nucléaires qui vont laisser échapper les fumées provenant des réactions. Donc nous voyons aussi les dangers, n'est-ce pas? C'est très destructif. Et après ça, le taux de radioactivité est 50 fois supérieur. Ce sont des doses mortelles, cancérigènes, et ça fait en sorte que ça modifie les gènes. Et vous pouvez voir des enfants siamois ou bien d'autres personnes qui ont d'autres anomalies. Ça, c'est un compteur Geiger, n'est-ce pas, qui permet de mesurer la quantité de radioactivité aussi qu'on peut avoir dans un espace donné. Nous aurons d'autres activités dans les groupes WhatsApp. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention.